nombreuse et évidente qu'Elinor Carlyle, ici présente, est une dangereuse criminelle. Et malgré les meurtres dont on l'accuse, elle n'éprouve pas le moindre remords. Aucun remords, c'est exact. Je ne ressens rien. Pourquoi le devrais-je? Quand vous avez souhaité la mort d'une personne, quand vous en avez rêvé, quand vous l'avez préparée et observée jusqu'à ce qu'elle n'ait plus la moindre étincelle de vie dans les yeux. Nous vous demandons à présent de constater l'horreur totale du second meurtre prémédité et commis de sang-froid à Hunterbury lors d'un après-midi de canicule. Le sandwich aux ingrédients mortels étalé généreusement. Suite au vol d'un flacon de morphine. Il essaie de comprendre la vraie raison de mon geste. Ce que je ressentais. Tout cela me semble tellement inéluctable aujourd'hui. Comme si cette histoire remontait à bien des années. Pourtant, tout n'a commencé que l'été dernier, à un moment où je croyais avoir rencontré le bonheur. Ces roses vous plaisent? Elles sont magnifiques. Tant mieux. J'essaie de me comporter en respectable fiancé. Mais vous l'êtes. Et très bientôt, vous serez sans aucun doute un très respectable mari. Bien. Si je pars 2 semaines en France, vous pourriez me rejoindre au Touquet. En tout bien tout honneur, Mère y sera. Et nous reviendrons pour le bal d'Astor. Qu'en pensez-vous? Elinor? Oh, c'est parfait. Mais vous semblez préoccupé. Il y a un souci? Roddy, vous me connaissez si bien. Oui. Quelque chose est arrivé ce matin. C'est stupide, mais je ne cesse d'y penser depuis. Oh, je suis intrigué. Une note à régler. Nous voilà au cœur de l'été, à l'heure où les cigales chantent et toutes les petites contrariétés arrivent de partout. Non. Mais je vais vous montrer. Je vous préviens, une personne est aux petits soins avec votre tante afin que vous et votre fiancé soyez lésés sur le testament. Cette personne donne l'impression d'être blanche comme neige, mais elle est loin d'être innocente. Votre tante mourra d'une autre crise d'un jour à l'autre. Oh Seigneur. Mais ce n'est pas vrai, c'est de la méchanceté, rien de plus. Oui. Je pense que vous avez raison. Néanmoins, cela m'a fait un choc. Nous ne sommes pas allés la voir ce mois-ci. Et nous devrions. À cause de cette lettre? Non, pas à cause de cela. Vous l'aimez beaucoup. Moi aussi. Et cette maison a de l'importance. Pensez à tous nos étés passés là-bas quand nous étions enfants. Elle a toujours dit que l'un de nous l'aurait, mais comme nous voilà fiancés, elle sera à nous deux. Il n'y a donc vraiment aucun mal à y aller. Roddy, ça me ferait tant plaisir d'y aller. Dans ce cas, nous irons. Roddy, j'ai décidé de prendre la lettre. Je veux la montrer au docteur Lord. Oh. Croyez-vous que ce soit avisé? Oui, si quelqu'un doit connaître l'auteur, c'est lui. Cette lettre n'est que pur venin. Bon. Si vous y tenez, vous auriez dû la brûler. Savez-vous ce que j'aimerais? Quand nous serons mariés et que nous vivrons ici, c'est certains jours renvoyer tous les domestiques et n'en faire qu'à notre tête. Ah oui, et les repas? Nous mangerons avec les doigts, assis auprès du feu. Oui. Nous ne laisserons personne nous déranger. Rien que vous et moi et le chant des petits oiseaux. Où est Madame Bishop? Elle doit pas être très loin.
Ce hall est toujours aussi sombre. Ah, quel vacarme. Oh, Seigneur. Je n'ai jamais pu m'habituer à cet ascenseur. Quel dommage qu'elle ne s'en serve plus. Oui, depuis qu'elle ne sort plus de sa chambre. Mademoiselle Carlyle, Monsieur Winter, veuillez m'excuser. Les infirmières s'occupent bien de votre tante, en dépit de sa dernière crise qui l'a beaucoup diminuée. Et voilà une autre aide très précieuse qui revient d'Allemagne, où elle a fait ses études. Vous devez bien vous souvenir de Marie, la fille du jardinier. Bonjour Elinor. Bonjour Rudy. Bonjour, Marie. Eh bien, ça en fait un temps. Bonjour Mademoiselle Carlyle, Monsieur Winter, ravi de vous revoir. Votre tante va un peu mieux aujourd'hui, mais je pense qu'elle se repose. Désirez-vous la voir? Oui, avec plaisir. Veuillez nous excuser. C'est gentil, Madame Hopkins. Voulez-vous du thé? Oh non, merci, je n'en prends jamais. Monsieur Winter? Volontiers. Elinor! Tante Laura. Je craignais que vous ne soyez endormie. Oh non, ce n'est pas parce que je suis clouée au lit que c'est le grand sommeil. Que la mort vienne m'envahir, que sous un triste cyprès, je puisse me reposer à tout jamais. Toujours aussi morbide. Cela m'aide à tenir le coup. Rodi, quel bonheur de vous voir. Si vous saviez comme je suis contente de vous voir fiancés tous les deux. Et je pense que vos parents l'auraient été aussi. Depuis le temps qu'on se connaît, je suis content de vous voir, tante Laura. Vous avez bonne mine. Non, je ne vais pas bien du tout. Écoutez, Rudy, je suis sûre que vous apprécierez une boisson au salon. J'ai envie de discuter avec votre future épouse. Bien, je vous la laisse. Mais ne la retenez pas trop longtemps, sinon je vais être contraint d'utiliser les grands moyens. Avez-vous vu Marie? Oui, j'ai été très étonnée. Quand est-elle revenue? Oh, il y a quelques semaines. Je pensais vous l'avoir dit. Elle est magnifique, n'est-ce pas? Je suis si contente de la revoir. Elinor, sa bonté et sa grande gentillesse me touchent. Et je suis aussi ravie que vous soyez fiancée à Rudy. Vous l'aimez, non? Bien sûr, tante Laura. Oui, vous l'aimez, mais pas trop, j'espère. Pardon? Oh, c'est quelque chose que nous avions coutume de dire, ne jamais être trop éprise d'un homme. Tante Laura, répondez-moi en toute honnêteté. Croyez-vous que l'amour apporte le bonheur? Oh, Elinor, il se peut que l'amour apporte plus de chagrin que de joie. Mais qui pourrait s'en passer? Toute personne n'ayant jamais vraiment aimé n'a jamais vraiment vécu. Mademoiselle Carlyle est là. Elle est avec sa tante. Je suppose qu'elle est encore dans sa chambre. Mademoiselle Carlyle, c'est sa nièce, c'est bien ça. Elle ne m'a jamais inspiré confiance, pour être franche. Ah bon? Elle en fait trop. Elle a de la chance d'avoir réussi à lui mettre le fil à la patte à ce monsieur, et elle le sait, au fond d'elle. Elle est inquiète, elle a peur de perdre. Je me souviens, je dégoulinais de sueur. Je n'en pouvais plus. Mais vous avez tenu bon et vous avez grimpé jusqu'en haut avant de tout lâcher. Mes mains glissaient tellement, je transpirais. Et vous êtes tombé à mes pieds tordu de rire. Tiens, Elinor, nous nous rappelions notre jeunesse. Bien sûr, nous aurions beaucoup à raconter. Il y a du thé au salon, vous venez? Bon, écoutez, docteur, comme vous l'avez déjà entendu auparavant dans tout pays civilisé, il me suffirait de dire que je souhaite en finir. Et vous n'auriez qu'à m'injecter un produit indolore mais efficace. Eh bien, je n'ai pas envie d'être pendu. Pas encore.
Vous avez trop bonne mine. Si vous me laissez vos biens, je peux reconsidérer la question. Petit chenapan. Qui regardiez-vous à l'instant? Votre nièce. Elinor? Oh, cela me rappelle qu'elle désire vous voir, docteur. Alors, que pensez-vous d'elle, hein? Oh, je la trouve très impressionnante. Oui, très impressionnante. Oui, c'est ça. Un conseil, vous devriez vous marier, docteur. Je suis navrée. Vous étiez le seul que je pouvais mettre dans la confidence. Oh, au contraire, je suis flatté. Vous avez raison, c'est horrible cette lettre. Je suppose que c'est une personne du village. Mais à qui cette lettre fait-elle allusion? En dehors des infirmières, qui est proche de notre tante? Eh bien, Ted Orlick, le jardinier, c'est lui qui monte les bouteilles d'oxygène. Madame Bishop, bien sûr, monsieur le curé, moi-même. Marie Gérard est souvent là-haut. Les deux infirmières, Madame O'Brien et Madame Hopkins, qui tous les jours assurent les soins. C'est Marie, la dernière arrivée. Elle susciterait la jalousie de quelqu'un? A-t-elle un soupirant? Je ne crois pas. Quoique Ted Orlick ait toujours eu un petit faible pour elle. Ça n'a probablement aucun lien. Je regrette, mais ce genre d'incident est très désagréable et il me met les nerfs à vif. Se savoir espionné par quelqu'un donne la chair de poule. Il vaudrait mieux oublier tout cela. Vous êtes très aimable, mais j'ai tort de vous demander de jouer les détectives. Nous allons brûler cette lettre. Non, non, non. Nul n'a besoin de jouer les détectives, j'en connais un vrai. Il s'appelle Poirot. Il séjourne ici dans le cadre d'un procès à Manbury. Il s'ennuie à mourir. Je parie qu'il sautera sur la moindre opportunité de se divertir. C'est un personnage hors du commun, comme sa légendaire préparation de thé aux herbes. Il est charmant et très très discret. Mon ami, un médecin porteur d'un message n'est jamais de bon augure. J'espère que vous n'êtes pas là pour ma santé. Mais nous voyons Poirot, comment allez-vous? Êtes-vous installé confortablement cette fois? Certains apprécient peut-être l'endroit, mais moi je suis là pour travailler. Cependant, je n'y trouve aucun plaisir puisque j'ai résolu cette affaire il y a un an, aucun. Mais comme on dit, je meurs d'ennui. Je vais peut-être vous sauver de l'ennui. Je connais une dame pour qui j'ai une grande admiration et qui a un problème. Une lettre anonyme. Ah, vous voulez faire travailler mes petites cellules grises. Ne vous réjouissez pas trop vite, c'est sans doute bénin. Allez, viens au cinéma avec moi. C'est Ted Orlick, avec Marie Gérard. Elle est très appréciée à Hunterbury. D'ailleurs, la lettre que je vais vous montrer concerne cette maison. Ah. C'est un grand film, avec Garbeau, il se passe à Paris. Je regrette, Ted, j'ai déjà dit non. Tu as des vues sur quelqu'un d'autre, hein? Mais pas du tout. Mais non. Entrez, je vous prie. Merci. L'auteur de ce document s'est bien appliqué. Il vous intéresse? Oh oui. Regardez la pression sur la page. Bien, maintenant, regardez les mots. Il y a de la malveillance ici. Ou ce qui est aussi inquiétant, un simulacre de malveillance. Et je ne crois pas un seul moment que l'auteur de cette lettre veuille protéger les intérêts de Elinor Carlyle. À moins, bien sûr, que cette dernière l'ait elle-même écrite. Oh, ce serait une étrange stratégie, Poirot. J'ai vu à quel point elle était affectée. Étrange certainement pour vous, mon ami. Pourtant, un jour, aux échecs, votre stratégie étrange a bien failli me faire perdre. C'était il y a bien longtemps. Pour tout vous dire, à votre arrivée, j'ai cru que cette lettre n'était qu'une affaire anodine. Cependant, le soin apporté à sa rédaction, quelque chose dans les mots et dans sa conception, me disent le contraire. Bien sûr, il se peut que cela ne nous mène nulle part. Mais alors pourquoi? Pourquoi ai-je un si mauvais pressentiment? Mademoiselle Carlyle? Madame Bishop. Avez-vous vu Monsieur Winter? Non, mais je ne crois pas qu'il soit monté. Au jardin, peut-être? Ah oui, en effet. Merci. Oui, c'est bien, ma petite Marie, mais je suis sûre que tu mérites mieux. Oui, tu as fait des études, tu as des diplômes. Allez, montre-nous ce que ta tante t'a envoyé. Oh, excusez-moi, je cherche Monsieur Winter. Ah, je ne l'ai pas vu. Tu ne l'as pas vu, Marie?
Non, je reviens du bureau de poste à l'instant. C'est un cadeau de ma tante Marie de Nouvelle-Zélande, la sœur de ma mère. Je porte le même nom qu'elle et elle m'envoie toujours plein de choses. C'est gentil. Oui, elle a émigré là-bas avant ma naissance. C'est la seule famille qui me reste. Oh, c'est adorable. Oui, c'est très joli. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Il faut le montrer à Madame Wellman. Elle est d'une telle bonté envers moi. Aujourd'hui encore, elle m'a dit qu'elle m'aiderait pour plus tard, comme elle l'a fait pour mes études. Bon, je vais aller voir ma tante Laura avant de me coucher. Bien sûr. Je vais rester un peu ici. Et je viendrai vous border tout à l'heure. Peut-être pas ce soir. Madame Bishop risque d'être dans les couloirs. Oh. Nous avons encore le temps. Entendu. Je vous laisse vous reposer alors. Au fait, vous étiez content de revoir Marie, non? Pardon? Ah oui. Elle est gentille. Bunny. Elinor, je remontais son oreiller pour qu'elle soit plus à l'aise. Ah oui, oui, bien sûr. Bonne nuit. Bonne nuit. Elinor Carlyle, voici Hercule Poirot. Monsieur Poirot. Mademoiselle Carlyle. Voici mon fiancé, Monsieur Winter. Monsieur Winter. Enchanté. Nous sommes très heureux de votre présence. Oh, mais pas du tout. C'était gentil de votre part de m'inviter. Nous sommes honorés. Et ce procès, il fait vraiment grand bruit. Certes. Pour moi, hélas, c'est comme avoir le même repas 3 fois par jour. Excusez-moi. Je vous en prie. Monsieur Poirot, voici Marie Gérard. Son père était jardinier ici autrefois. Elle est de retour du continent. Mademoiselle Gérard. Je suis ravie de vous rencontrer, Monsieur Poirot. Mademoiselle? Oh, ce que je préfère, le saumon. Merci. Mademoiselle, dans quelle partie de l'Europe étiez-vous? En Allemagne. J'étais dans une famille près de Fribourg. Oh, la belle forêt noire. Quelle magnifique région. Le national-socialisme fait du bon travail là-bas. J'aimerais parfois que notre pays ait les mêmes dirigeants. Je crois, monsieur, que nous pouvons nous passer d'eux. Ah oui? Non, pourtant, ce serait une belle occasion de construire une Europe Rolly, unie. puis-je vous parler? Excusez-moi. Mademoiselle. Alors, Monsieur Poirot, croyez-vous que ma lettre soit importante? Oh, je ne peux encore vous donner de réponse, mademoiselle, mais je considère que tout est important jusqu'à preuve du contraire. Même les stratégies de mon ami le Dr Lord aux échecs. Gagne-t-il parfois? Non, mais une fois il a failli gagner la partie. Non, il a un sens du jeu formidable. Voici ma tante, Monsieur Poirot. Elle est trop souffrante pour se joindre à nous, je le crains. Je suis consciente qu'il est beaucoup trop tôt pour savoir qui a écrit la lettre. Mais je sais que le Dr Lord vous a parlé des gens qui résident ici. Et auriez-vous des soupçons sur une personne en particulier? Qui serait l'imposteur? Je n'ai plus de soupçons, mademoiselle, puisque l'auteur m'a mis sur la voie. Comment? Eh bien, l'expression blanche comme neige semble étrange. Néanmoins, elle est utilisée délibérément. Alors dites-moi, mademoiselle, qui pourrait correspondre à cette description? Avez-vous une idée? Marie. Mais oui. Madame Wellman, ça ne va pas. Oh là là.
Vous avez l'air très mal. Écoutez, ne vous agitez pas trop. Hein. Il faut éviter de perdre des forces. Je vais appeler le médecin. S'il vous plaît, Lewis, je veux voir la photographie de Lewis. Oh non, pas encore. Je n'ai pas le droit d'ouvrir vos meubles, madame. J'appelle le médecin tout de suite. Pitié. Oh, madame, vous êtes vraiment très mal. Maintenant, on va faire venir le médecin. Restez calme, Madame Wellman. Ne vous énervez pas, surtout. Vous voulez voir quelqu'un? Vous voulez voir votre notaire, c'est bien ça? La petite Marie. Marie Gérard? Vous parlez de votre testament, tante Laura? Vous voulez le modifier. Cela concerne Marie Gérard. Je vais faire venir Maître Seddon le plus vite possible, tante Laura. Il ne faut pas vous inquiéter. Oui, reposez-vous, nous allons nous en charger. Puis-je entrer? Oh, oui, bien sûr. Le médecin est là. Je vois. Oui. Bien entendu, je vous remercie. À demain. Au revoir. Maître Seddon ne peut pas venir avant demain. Nous avons le temps. Oui, je pense. Elle a fait une crise sévère, mais je suis sûr qu'il lui reste un peu de temps à vivre. Son état s'améliore. Auriez-vous perdu quelque chose? J'ai une patiente au village qui a une tumeur, Elisa Raikin. J'étais sûre d'avoir pris un flacon de morphine pour elle, mais il a disparu. Je ne le retrouve plus. Le seul endroit où j'ai posé ma mallette était dans le couloir, j'en suis sûre. Oh, vous devriez revérifier alors. Il n'y a pas de voleur dans cette maison. Non, la morphine a disparu. Maintenant que l'affaire est close, vous devez vous sentir mieux. Oh, je suis content de retourner à Londres, mais j'aime bien le travail terminé, mon ami. La lettre. Ouais. Eh bien, peut-être y allez-vous attacher trop l'importance. Croyez-moi, ils ont d'autres préoccupations. Ah oui? Les soucis quotidiens. Ah. Tenez, je vous rends cette lettre avec réticence et uniquement parce qu'elle ne m'appartient pas. Demandez-leur de la garder précieusement et tenez-moi informé de la suite des événements. Je suis sûr qu'il n'y aura aucune suite. Promis. Oui, bon. Il serait inutile de la conserver. Même votre détective a fait chou blanc. Pourtant, il nous a demandé de la garder. Sans doute pour couvrir son échec. Il est parti maintenant et nous avons des choses plus importantes à penser. Dieu merci, le docteur dit qu'elle peut s'en sortir. Ne soyons pas tristes, elle n'aimerait pas ça. Non. Seulement, la voir dans cet état. Je suis fatiguée, Roddy. Je vais monter me coucher. Qu'allez-vous faire? Oh, vous laissez dormir? Je n'ai pas le choix. Je ne sais pas, peut-être une partie de billard. Elinor, Madame Hopkins veut bien remplacer sa collègue O'Brien, mais avec votre accord. Oh, merci Marie. Votre journée est terminée? En fait, j'ai très envie de rester. Bien sûr. Vous ne voulez pas vous éloigner, je comprends. Prenez la chambre du bout. C'est ce que ma tante souhaiterait. Merci. Bonne nuit.
Oh, mais je ne sais pas. Vous croyez? Mademoiselle, Madame Wellman est très mal. On a appelé le docteur. Il faut venir tout de suite. Très bien, j'arrive. Je suis sincèrement peiné. J'espère qu'elle n'a pas souffert. Non, absolument pas. Il y a parfois des rechutes fatales comme celle-ci, oui, malheureusement. Mais d'une certaine façon, c'est une bénédiction. Considérez sa mort comme une délivrance pour elle. Je suis très peiné, Elinor. Pourtant, remercions le Seigneur. Je n'aurais pas supporté de l'avoir agonisé plus longtemps comme cette nuit. Vous êtes allé la voir cette nuit? Comment? Oui. Je suis entré très brièvement au moment où l'infirmière était partie dîner. Elle était très mal. Elle respirait bruyamment. La voir dans cet état m'a bouleversé. C'est pour cette raison que je n'étais pas en forme ce soir. Je sais, je n'étais plus moi-même. Non. Vous devriez monter dormir. Je ne viendrai pas vous border. Pas ce soir. Bonne nuit, Roddy. Demandez la dernière nouvelle de la journée. Demandez. S'il vous plaît, monsieur. Tenez. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Demandez à la Bibliothèque nationale, je vous prie. La mort de Gershwin. Gershwin est mort. Décès. Madame Laura Wellman nous a quittés brutalement chez elle le 7 septembre 1937. Laura Wellman, ici s'achève votre chemin parmi nous, mais ici même nous reviendrons pour nous souvenir de toutes ces années que vous avez vécues, qui ont marqué votre vie et la nôtre. Amen. Et vous êtes revenu spécialement pour ça? Absolument. Elle est partie brutalement. J'avais sans doute fait preuve d'un optimisme indu dans mon diagnostic. Cela peut parfois se dégrader très vite. Elle avait eu une autre crise qui l'avait beaucoup affaiblie. Donc, vous voyez, la lettre avait raison. Elle disait qu'elle mourrait après une autre crise. Oui, c'est vrai. Mais étant donné la sévérité de la première, cela n'est pas surprenant. Poirot, je crois que vous dramatisez beaucoup. Il n'y a pas eu meurtre. S'il vous plaît, répondez franchement. En qualité de médecin, est-ce votre sincère opinion? Oui. Et je vous demande de l'honorer en tant qu'ami. Donc vous ne me donnez pas le choix. Et surtout, je veux que personne ne soit bouleversé. Ouais. Quand repartez-vous? Eh bien, je ne repars pas. J'ai l'intention de rester quelque temps. Et peut-être pourrons-nous faire une partie d'échecs. Bon, j'en ai terminé avec tout ça. Oh, mais quel dommage qu'il n'ait pas offert le thé aux gens du village. Oh, ça aurait tout changé. Peut-être, oui. Mais mademoiselle n'avait pas l'air bien du tout. Je ne crois pas qu'elle en aurait eu la force. Elle en a encore pour écouter son testament. Le notaire est là avec elle. Et madame Wellman aurait exigé qu'on serve des boissons après ses obsèques. Ça, vous pouvez me croire. Oh, et à propos, est-ce que vous avez retrouvé la morphine en rentrant chez vous?
Non, je n'ai rien retrouvé. Je ne comprends pas. Mais quand j'ai fait le ménage, j'ai jeté pas mal de choses à la poubelle. Elles devaient être dedans. Oh oui, c'est sûrement pour ça. À votre place, je ne m'en inquiéterai plus. Bon, l'heure est aux adieux. Encore une fois, sachez que je compatis à votre peine, mademoiselle Carlyle et monsieur Winter. Je regrette vivement qu'elle ne m'ait pas contacté plus tôt. Maître Seddon, il est tout à fait clair qu'elle désirait modifier son testament. Elle avait mentionné Marie Gérard. Elle devait avoir une idée en tête. Mademoiselle, je peux vous assurer une chose. Vous vous trompez en affirmant ceci. Aucun changement n'était envisageable puisque votre tante n'avait jamais fait de testament. Pardon? Mais ce n'est pas possible. Oh, mais si, monsieur Winter. Nombreuses sont les personnes superstitieuses qui croient que rédiger un testament les fera mourir, alors ils le remettent à plus tard. Mais vous ne l'avez pas raisonné? Si, fréquemment, elle me fournissait la réponse classique. Je n'ai pas encore envie de mourir. C'est la nature humaine, j'en ai peur. De nombreuses personnes évitent d'aborder les sujets sensibles. Ça les dérange. Donc, la conclusion est très simple. Puisque votre tante disparaît sans héritier, ni testament, ni donation, ni fondation, tous ses biens, y compris cette propriété, reviennent à son parent le plus proche, à savoir, bien sûr, vous, sa nièce, Elinor Carlyle. Tous ces biens? Nous déduirons les droits de succession, bien sûr. L'héritage restera malgré tout important. Non, Elinor, tout vous revient. Je ne veux rien savoir. C'est votre droit. Mais Roddy, nous avions dit que cela n'importait pas puisque nous allions nous marier. Vous vous souvenez? Oui. Mais vous êtes bien d'accord? Je croyais que c'était convenu. Mais si vous avez d'autres projets Roddy, maintenant... soyez au moins honnête. Oh, je ne sais pas ce qui m'arrive. Moi, je le sais. C'est Marie, c'est ça? Je vous ai vu dans le salon. Oh, Comment dire? Dès mon arrivée ici, il s'est passé quelque chose. C'est étrange. Je ne peux l'expliquer. N'est-ce pas évident? Chaque fois que vous la regardez, je le vois sur votre visage. Mes sentiments me dépassent. J'étais heureux pourtant. J'ai bouleversé un avenir merveilleux à vos côtés. L'amour est toujours imprévisible. Vous pouvez la reprendre, Roddy. Est-ce que vous comptez l'épouser? Je n'en sais rien. Prenez le temps de réfléchir. Faites votre voyage en France. Changez-vous les idées. Si au retour vous avez les mêmes sentiments, alors vous pourrez donner suite. Je ne vous mérite pas. Même en ami. J'ai parfois l'impression de rêver. D'être sur le point de me réveiller et qu'elle n'existe pas. Pourtant, elle est là. Sois maudite, Marie. Ah, Marie, asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Alors, quels sont vos projets? Avez-vous l'intention de repartir? Pas dans l'immédiat. Je dois encore vider la maison de gardien de mes parents. Ça risque de me prendre plusieurs jours. Je ne cesse de le remettre à plus tard depuis mon retour. Comme vous le savez, Marie, ma tante avait beaucoup d'affection pour vous. Oui, elle était très gentille. Vous devez être au courant, elle n'a pas fait de testament. J'ai beaucoup pensé au jour qui a précédé son décès. Il me semble que, si elle avait vécu, elle aurait aimé faire certaines donations. Bien sûr, j'ai fait le nécessaire pour le personnel, mais vous n'en faites pas vraiment partie. En revanche, je suis certaine qu'elle aurait souhaité contribuer à votre avenir. Par conséquent, dès que tous les papiers seront réglés, j'ai pris la décision de vous attribuer un montant de 7 000 livres.
Cette somme vous sera versée à titre personnel. Vous pourrez en disposer à votre guise. Merci. Surprenant qu'elle soit partie sans testament, mais elle l'a fait comme beaucoup, paraît-il. Oui, je n'ai rédigé le mien que cette année. Un testament? Oh, Madame O'Brien me l'a conseillé. C'est ma tante de Nouvelle-Zélande qui sera l'héritière. C'est vraiment gentil. C'était son souhait, je le respecte. Bien, ce sera tout. Merci. Oh, bonjour, mademoiselle Gérard. Bonjour. Vous êtes pressée? Oh, je viens d'apprendre une bonne nouvelle. Je cours l'annoncer à des amis. Je suis très content pour vous, mademoiselle. Mademoiselle, avez-vous l'intention de rester plus longtemps au village? Ah oui, pour l'instant, en tout cas. Ah oui, bien sûr. Pardon, je ne vous retiendrai pas davantage. Mademoiselle, faites attention à vous. J'y veillerai. C'est une grande chance pour toi, ma petite Marie. Mademoiselle Carlyle a eu un beau geste, elle a eu raison. Elle était... On aurait dit que ça ne lui faisait pas très plaisir. Ce n'est guère surprenant après ce qui s'est passé entre M. Winter et toi, non? Ce ne sont pas nos affaires. Je suis navrée, mais je suis sûre que tout le village ne parle que de ça. C'est lui qui est venu à moi. Oh, mais il t'a demandé en mariage? Pour tout vous dire, il m'a avoué ses sentiments. Oh, écoutez-moi ça comme c'est romantique. Oh, excusez-moi. J'espère que tout se passera bien et que leur histoire ira jusqu'au bout. Eh oui, c'est une famille qui n'a pas toujours eu beaucoup de chance en amour. Mademoiselle Carlyle, vous permettez que je me joigne à vous? Ah oui, bien sûr. Je souhaite vous entretenir de votre lettre anonyme. Je ne sais toujours pas qui l'a écrite. Oh, la lettre. Oui. Il s'est passé tant de choses depuis, j'avais oublié. Je suis désolée, Monsieur Poirot, mais cette lettre a été détruite. Peu importe qui l'a écrite à présent, et puis nous ne le saurons jamais. Mademoiselle Carlyle, même si elle a été détruite, elle est gravée là. Je vous ai dit que je ne le savais pas encore, ce qui ne veut pas dire jamais. Alors, veuillez s'il vous plaît me faire l'honneur de croire en ma compétence. Oh, pardonnez-moi, Monsieur Poirot. Oh. J'ai d'autres préoccupations, en vérité. Vous avez dû apprendre que mes fiançailles ont été rompues. Je suppose que tout le village en parle. Oui, bien sûr, j'ai été très peiné par cette nouvelle. Si vous permettez, mademoiselle, j'aimerais vous faire part de ma profonde sympathie. Le cœur nous inflige des douleurs amères. Ce sont des moments de grande solitude. Je vous remercie. La douleur est insupportable lorsque le retour inattendu de quelqu'un et sa beauté viennent sans prévenir anéantir toute votre vie. Je comprends. Mais quand un homme est en proie à ce genre de tentation, il est rare qu'il fasse preuve de constance en l'amour. Non, ce n'est pas sa faute à lui. C'est à cause d'elle. Non, personne d'autre n'aurait pu le changer comme cela. Personne. Marie a tout détruit et je n'y peux rien, monsieur. Mais ce que je souhaite de tout mon cœur, ce que je souhaite, c'est qu'elle meure. Qu'attendez-vous, buvez? Cela vous trouble, mon cher docteur. Ce verre est rempli, il est parfait en tout point, pourtant je décide de ne pas boire. J'attends, mais ceci vous déconcerte, n'est-ce pas? À quoi faites-vous allusion? Aux actions inachevées. Aux actions restées en suspens.
comme celle-ci. Remplir un verre sans le boire, pourtant une fois plein, il devrait être consommé. Mais non. Cela s'applique à tout, surtout au crime, et je sais de quoi je parle. Vous contestiez ma volonté de rester, mais parfois, comme dans le cas de cette lettre, je vois une mise en scène. Je vois des couleurs, et je sens au fond de mon cœur l'inévitable. Et que puis-je faire, moi, Poirot? Rien du tout. Car le verre est posé sur la table dans l'attente que quelqu'un le boive. Moi? Comme vous l'aviez demandé, la cuisinière et les autres domestiques ont pris une semaine, mais je n'ai pas besoin de congé, mademoiselle. Et vous ne devez pas rester seule ici. Ce n'est pas raisonnable. Madame Bishop, je veux ranger tranquillement les affaires de ma tante. Je n'ai besoin de personne, vous savez. Je vais très certainement vendre. Les autres domestiques se posaient la question. Naturellement, nous avions l'espoir. Oui, j'avais espoir aussi. Ah, la voilà. Mademoiselle Carlyle, vous désirez? Je voudrais de la pâte à tartiner, s'il vous plaît. Bien sûr. Alors, laquelle désirez-vous? Saumon, crabe crevette ou jambon? Cela m'est égal. Pour moi, elles ont toutes le même goût. Si on veut, mais elles ont de la saveur, pourtant, beaucoup de saveur. Je prends le saumon. Oh, et puis crabe crevette aussi. Certaines personnes ont peur de manger des produits à base de poisson, je crois. Il y a eu plusieurs cas d'intoxication alimentaire, non? Oh, je vous assure, mademoiselle Carlyle, c'est une excellente marque. Jamais je n'ai eu la moindre plainte. Oh, bien sûr. Oh, ce n'est pas ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Dépêche, Marie. Mademoiselle Carlyle nous attend pour déjeuner. J'arrive, j'ai presque fini le salon. Oh, c'est la jungle. Tu n'aurais pas une vieille paire de gants qui traîne par là, Marie? Je regarde. Il y a quelqu'un? Désolée, je vous ai fait peur. J'étais venue chercher un de mes anciens tabliers. Oui, oui, bien sûr. Je prépare des sandwichs. Oh, j'ai vu Monsieur Winter au village. Je ne savais pas qu'il était déjà de retour. Comment? Non, Roddy n'est pas là. Il est toujours à l'étranger. Ah bon? En tout cas, il lui ressemblait. Alors, je me serais trompée. Oui. Les mouches sont envahissantes par cette chaleur. Oh, le saumon est pour vous, Marie. Tenez. Merci. Oh, excusez-moi, les autres sont aux crabes et aux crevettes. Ah,
Merci. Je devais rapporter du café, mais j'ai oublié. S'il y a du thé, je veux bien le préparer. Si vous voulez, mais pas pour moi. Merci. Polly préparait des gâteaux. Vous vous rappelez, c'est ce que nous chantions tout le temps quand nous étions enfants. Oui, je me souviens. Quel dommage, n'est-ce pas, de ne pouvoir revenir en arrière. Et voilà. Ah. Il est bien dosé. Tiens, Marie. Merci. Quelle délicate attention de nous inviter, mademoiselle. C'est ennuyeux quand il faut s'arrêter et faire le trajet jusqu'au village pour aller déjeuner. Tout va bien, Marie? J'ai trouvé le sandwich un peu acide. Le saumon était peut-être avarié. Le mien était bon. Tu veux une autre tasse de thé? Vous êtes sûre que vous n'en voulez pas, mademoiselle? Non, je vous remercie. Bien, je vais aller retirer la bouilloire. Je l'avais laissée sur le feu au cas où quelqu'un en aurait repris. Marie. Oui? Non, rien. Oh, j'ai cru voir un homme dehors. Vous aviez des invités, peut-être? Non, il n'y a que Ted. En tout cas, ce n'était pas lui. Oh, quelle chaleur, dites donc. Oui, la cuisine est en plein sud. Bon, je vais vous débarrasser de ce plateau. Attention. Merci. Vous êtes blessé au bras, je vois. Oh non, non, c'est rien. J'ai dû faire ça dans un massif de roses. Il n'est pas taillé. Je vais peut-être demander à Ted de le faire. Ça ne va pas, mademoiselle? Vous n'avez pas l'air bien aujourd'hui. Non, ce n'est rien. J'ai toute cette grande maison à déménager. Dès que j'aurai terminé, je reviendrai vous aider à trier. Il faut donner ça à Nelly et à Madame Markinson. Et cette pauvre femme à l'entrée du village qui a perdu la tête. Elle pourrait avoir les chemises de nuit. Vraiment, pour elle, ça serait une aubaine. Je crois que je vais leur porter moi-même, pendant que Marie continue de son côté. Elle a dû repartir, je pense. Marie? Non, je l'ai laissée dans le petit salon. Mais ça fait un bon moment. Je me demande ce qu'elle fabrique. Marie? Marie? Oh, mais voyez-vous ça, elle s'est assoupie. Allons, jeune fille, debout. Réveille-toi. Marie? Marie? Oh. Marie? Il faut appeler le docteur Lord immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, elle a perdu connaissance. Elle est peut-être en train de mourir. Elinor Carlyle est accusée de meurtre, oui. J'ai quelque chose à vous dire. Bon, par ici. Ah, Poirot, regardez ça. On l'a découvert hier à l'endroit où les sandwichs ont été préparés.
Nous n'avons trouvé que ce petit morceau de papier, mais on l'a identifié. Il provient bien de l'étiquette du flacon de morphine. Elles ont bu le thé ensemble et elles ont partagé les sandwichs. Savez-vous qu'un flacon de morphine avait disparu dans cette maison? Pardon? Oui, le docteur Lord vient de m'en informer. Il était dans la mallette de l'infirmière. Je suis sûr qu'elles pourront le confirmer. Donc, mademoiselle Carlyle avait une excellente occasion de la prendre et de l'utiliser. Et son mobile est clair. Elle était désespérée de voir son fiancé l'abandonner pour les beaux yeux de la défunte. Mais bien sûr, subsistent des questions comme le fait qu'elles aient toutes avalé la même chose. Il n'y a aucune zone d'ombre si vous réfléchissez bien. Oui, elles ont toutes mangé la même chose, mais le poison avait besoin d'être mis là où il fallait. Et ce, dans le sandwich de Marie Gérard, comme Elinor Carlyle l'a déclaré elle-même. Le sandwich au saumon. C'est ainsi qu'elle a procédé. Cependant, il y a votre lettre anonyme. Elle ne colle pas. Pourquoi donc? Supposons. Elinor Carlyle est très inquiète de savoir que Marie Gérard est de retour. On ne parle que de sa beauté. Elle sait que son fiancé et Marie étaient très liés dans le passé et qu'ils seraient amenés à se revoir chez sa tante. Alors, Elinor Carlyle écrit elle-même la lettre anonyme dans l'espoir de le monter contre Marie et de réussir à lui faire croire que c'est une fille sans le moindre scrupule. Mais le scénario échoue et Elinor perd son fiancé. Alors, en femme désespérée, elle commet l'irréparable. Mais comment espérait-elle s'en sortir, cette insensé? Mon cher docteur, je parle ici d'un crime passionnel. Poirot, pourquoi avez-vous fait cela? De quel droit pouvez-vous accuser Elinor Carlyle? Ce n'est pas une criminelle. Vous semblez bien sûr de vous. Vous connaissez ses qualités? Oui, et je connais sa peine. Elle en est incapable, voyons. Au contraire, elle en est plus que capable. Cet inspecteur va être influencé, nous ne la connaissons absolument pas. Mon cher docteur, vous croyez peut-être que j'ai tenu ces propos pour faire plaisir à cet inspecteur? Étant donné les faits, n'importe quel représentant de la justice, n'importe quel idiot de magistrat en arriverait aux mêmes conclusions comme ça. Je crois qu'il serait juste de dire que vous êtes partial. Je ne le nie pas, mais elle est innocente. Je vous implore de m'aider à trouver la vérité. Mon cher ami, vous me demandez de vous aider. Mais permettez-moi de vous dire que vous n'avez pas toujours été franc. J'ai encore des doutes sur la mort de Laura Wellman. Et je vais demander à la police d'exhumer son corps. Aussi, je vous prie une dernière fois de me dire la vérité. Que trouveront-ils? Je ne sais pas. Probablement de la morphine. Mon Dieu, je ne vous comprends pas, ce n'est pas ce que vous m'aviez dit. Vous m'avez persuadé de ne pas insister, et ce, en tant qu'ami. S'il vous plaît, Poirot. Jamais, vous m'entendez, je n'aurais imaginé une chose pareille, jamais. Je pensais que c'était sans doute une mort naturelle. Et puis, il y avait une autre possibilité. J'ai pensé que Laura Wellman aurait pu prendre ce produit elle-même. Elle l'évoquait souvent. Ah, je comprends, vous jouez les praticiens compatissants. Je le répète, elle n'a fait que l'évoquer. Étant donné les circonstances, je n'avais pas envie de faire un scandale en exigeant une autopsie. Je me permets donc d'insister pour que vous soyez franc avec moi. Lui avez-vous donné de la morphine à sa demande? Je vous jure que non. Je lui ai dit moi-même que je n'avais pas envie d'être pendu et que je m'y opposais. Bon, très bien. J'aurais aimé connaître ces informations plus tôt, parce que si elles s'avèrent exactes, ça n'arrangera en rien la situation d'Elinor Carlyle. Bien au contraire. Alors vous ne souhaitez pas parler? J'ai fait ma déposition. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Mademoiselle Carlyle, avez-vous conscience que votre silence sera interprété? Cela n'a aucune importance. Quel choc, je vous assure. Vous allez bien prendre une tasse de thé. Merci. Comme je l'ai dit à la police, Monsieur Poirot, Mademoiselle Carlyle était bizarre. Je ne sais pas, elle n'était pas comme d'habitude. Elle était comme ça depuis plusieurs jours, mais cet après-midi-là, elle était vraiment très étrange. Elle parlait comme si elle ne savait pas ce qu'elle disait, et ses yeux brillaient de façon anormale. Et vous avez déclaré que elle avait l'air coupable? Oh oui, vous l'auriez vu trembler avant et après. On aurait dit qu'elle allait se faire attraper comme un enfant. Ces sandwichs qu'elle avait préparés,
Ils étaient tous identiques, il n'y avait pas plusieurs pains différents? Non, ils étaient faits avec du pain blanc. Ils étaient tous pareils, seulement Marie avait pris ceux qui étaient au saumon et nous ceux au crabe. Quand je repense à cette pauvre Marie que je croyais assoupie. Oh. C'était une des plus belles jeunes filles que j'ai jamais vues de ma vie, Monsieur Poirot. Et pas fière, car elle aurait pu l'être. Madame Wellman s'était énormément attachée à elle. Surprenant, non? Oh, ça dépend. C'était probablement tout à fait naturel, dans un sens. Il est certain qu'une présence jeune apporte de la fraîcheur dans une maison. Oui, je comprends. Il n'y a rien d'autre, absolument rien d'autre, que vous pourriez me dire sur Marie et Gérard? Je ne vois rien à ajouter. Nous savons que Marie n'a pas été empoisonnée avant de venir, sinon elle n'aurait pas pu être là. Non. Marie a été empoisonnée dans cette pièce sans l'ombre d'un doute. Mais Madame Hopkins a bu du thé, donc... Ça devait être dans les sandwichs. Oui. Mais Poirot, quelqu'un a très bien pu s'introduire ici et déposer le poison. Quelqu'un était aperçu dans le jardin. Peut-être était-ce une ancienne connaissance de Marie. Et vraisemblablement quelqu'un que nous connaissons. J'ai fait ma déposition à la police, Monsieur Poirot. Je n'étais pas à proximité de la maison. Je travaillais plus haut, le long de la route. Vous avez aperçu quelqu'un? Non. Mais j'ai vu une voiture. En début d'après-midi, elle était garée le long de la route. Et vous avez reconnu cette voiture? Non, je ne la connaissais pas. Je crois qu'elle était verte. J'arrive pas à croire qu'on ait pu lui faire ça. C'est sûrement pas Mademoiselle Carlyle. Dites-moi, Monsieur Orlick, vous aviez beaucoup d'affection pour Marie. Oui, tout le monde le sait. Et pourtant, c'était plus pareil quand elle est revenue de l'étranger. Elle avait des ennemis? Pas que je sache. Elle a toujours été un peu différente, mais tout le monde l'aimait bien. Après son retour, elle n'était plus la même. Et pourquoi, à votre avis? Elle avait changé. Non pas qu'elle nous prenait de haut. Disons qu'elle n'était plus des nôtres. C'est pour Marie. Mais elle est dans sa tombe et je ne vis plus. C'est de Wordsworth, mon auteur préféré. Ce poème exprime peut-être ce que vous ressentez. Oui. Je suppose que tout le monde était au courant. À quoi bon tout remuer? Oh, pardon, monsieur, je vous prie de m'excuser. Je sais que c'est une démarche indiscrète, mais un détective est obligé de demander aux gens ce qu'ils éprouvent. Eh bien, si cela peut aider Elinor, allez-y. Merci. Vous êtes rentré de voyage en France plus tôt que prévu, je crois. Vous avez été aperçu le jour du meurtre. Oui, j'étais de retour, mais... Je ne voulais pas qu'Elinor le sache. J'avais décidé de demander la main de Marie. Et vous vous êtes rencontrés? Non. Comme elle ne s'attendait pas à ma visite, j'ai préféré rester à proximité de son logement. Vous comprenez, je n'allais tout de même pas aller la retrouver à Hunterbury. Évidemment, Marie n'est jamais venue. J'ai vu l'ambulance, la police. Tout le monde parlait. J'entendais ce qui se disait. Je ne voulais plus voir personne, alors je suis reparti et puis j'ai attendu les nouvelles.
Et j'ai appris qu'elle était morte. Et vous croyez à l'innocence d'Elinor? Oui, bien sûr. Le fait qu'elle soit accusée rend les choses encore plus tragiques. Si elle échappe à la pendaison, lui redemanderez-vous sa main? Monsieur, pour qui me prenez-vous? Bien sûr que non. C'est fini entre nous. Mais je ne lui veux pas de mal. C'est une femme respectable. Mieux que... Que vous? N'est-ce pas ce que vous alliez dire? Les doutes sont levés, Poirot. Une dose importante de morphine a été trouvée dans son corps. Elle lui a été administrée le jour de son décès. Vous êtes très aimable, monsieur Poirot. Ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Merci. Bien sûr, je sais pour Madame Wellman, c'est quand même horrible. Vous n'avez jamais eu le moindre soupçon? Pas le moindre du monde. Alors dites-moi, je vous prie, est-ce que quelqu'un est entré dans la chambre de Madame Wellman ce soir-là, hormis Mademoiselle Carlyle? Je n'ai pas quitté son chevet, sauf quand Mademoiselle Carlyle est venue. Oh, elle faisait semblant d'être courageuse, c'était une maligne. Pourquoi aurait-elle voulu la tuer? Mais pour l'argent, c'est évident. Elle savait pertinemment que si elle ne le faisait pas, tout l'héritage irait à Marie Gérard, et ça, c'est la vérité. Donc Marie Gérard était une jeune fille un peu manipulatrice. Oh non, non, je trouve que c'est horrible de dire ça d'elle. Madame Wellman l'adorait. C'était une fille charmante, très gentille. Mais elle n'était plus des nôtres. Pardon. Elle était fille unique. Serait-il possible qu'elle eût été adoptée? Quoi? Non, certainement pas. Je me régale. Ce gâteau est délicieux. Marie avait rédigé un testament. C'est affreux. Affreux quand j'y pense. C'est Madame Hopkins et moi qui le lui avions conseillé. On trouvait que c'était nécessaire parce qu'elle allait toucher de l'argent. On aurait mieux fait de se taire. Donc les 7000 livres vont à sa tante. Et elle n'a pas d'autre famille ici? Que la sœur de sa mère, infirmière en Nouvelle-Zélande. Je lui ai écrit. Elle va avoir un choc terrible, la pauvre. Mademoiselle Carlyle sera pendue? Oh! S'il s'avère qu'elle est coupable, oui. Madame Wellman, dont l'argent est revenu à Elinor Carlyle, a été assassinée par une injection de morphine. Marie Gérard, venue se mettre entre Elinor Carlyle et son fiancé, a elle aussi été assassinée avec de la morphine. Mais personne au monde n'avait de légitime raison de commettre ces meurtres en dehors de l'accusé. Personne n'avait la moindre opportunité de le faire en dehors de l'accusé. Cette femme, vindicative, rongée par la haine, qui souhaitait ouvertement la mort de sa victime devant plusieurs témoins, n'a jamais exprimé le moindre remords. Messieurs les jurés, quel est votre verdict? Coupable. Elinor Carlyle, vous êtes condamné à mort. Vous retournerez à la prison où vous étiez incarcéré jusqu'alors. Ensuite, vous serez transféré vers un lieu d'exécution où vous serez pendu jusqu'à ce que mort s'en suive. Que le Seigneur ait pitié de vous. Monsieur Poirot? Monsieur Poirot? Mademoiselle, faites attention à vous.
J'y veillerai. J'y veillerai. J'avoue que j'ai eu du mal à trouver le sommeil. Mais j'y suis tout de même parvenu. Je me suis endormi et j'ai rêvé. J'ai rêvé de la victime. La première fois que je l'avais vue dans la rue, devant mon hôtel. Une jeune fille appréciée de tous, que Madame Wellman adorait, et pourtant à mes yeux, elle reste un mystère. Ensuite, je me suis réveillé. Et je me suis souvenu d'une chose. Laquelle? C'est un détail, un tout petit détail, un infime détail. Pourtant, voyez-vous, il m'obsède. Il s'agit de ce que m'a dit Madame Hopkins au sujet de Marie. Que vous a-t-elle raconté? Il faudrait plutôt dire ce qu'elle ne m'a pas raconté. Expliquez-vous, enfin. Et tout à coup, j'ai eu le sentiment que Madame Hopkins ne voulait pas me révéler quelque chose qu'elle considérait étranger au crime, et pourtant je suis persuadé du contraire. Mais elle va finir par en prendre conscience. Non, mon cher docteur, cette femme est dotée d'une grande intelligence, néanmoins, elle n'a pas l'habitude de raisonner comme je le fais. Elle ne le voit sans doute pas, mais moi, Poirot, je le perçois, et je le sens, et j'ai encore beaucoup de questions sans réponse. Non, j'avais raison depuis le début. Quelque chose n'est pas clair. En revanche, docteur, nous avons peu de temps et j'ai besoin d'un service. Oui, j'aimerais consulter un ouvrage contenant les divers médicaments que vous prescrivez à vos patients. Le dictionnaire médical, Poirot? Oui, pourriez-vous me le prêter maintenant? Merci, oui. Lors de notre dernière conversation, j'ai dit qu'il était surprenant que Madame Wellman ait une préférence pour Marie Gérard. Et vous avez répondu que c'était naturel. J'ai pensé que vous faisiez allusion à des liens amicaux. Et suite à cela, j'ai repensé à Marie et j'ai repensé à ce mot « naturel ». Je crois que vous l'avez utilisé délibérément, j'en suis même certain. Et je vous demande de me dire pourquoi. Madame O'Brien et moi-même avions souvent entendu Madame Wellman pleurer à chaudes larmes à cause d'un événement de son passé. Il y avait un homme, Lewis, mais nous savions qu'il y avait bien plus que cela. Récemment, j'ai trouvé cette photo dans la maison des parents de Marie après son décès. C'est Madame Wellman? Et le bébé? C'est Marie Gérard. Ouais. Donc Marie Gérard était la fille illégitime de Madame Wellman. C'est une triste histoire, comme la lettre vous le montrera. Il ne pouvait pas l'épouser. Il avait déjà femme et enfant. Quelque temps plus tard, il fut tué au front. Les Gérard n'avaient pas d'enfants. Madame Wellman est partie quelques mois en Écosse en emmenant Madame Gérard et à son retour a fait croire que le bébé était à elle. Naturellement, elle payait les études de Marie et leur avait promis de pourvoir à tous ses besoins. Mais elle refusait d'admettre la vérité. Il fallait éviter le scandale. Eh bien, en tout cas, le mystère autour de Marie est levé. Mais quelle tristesse. Ainsi, chère Marie, pendant toutes ces années, j'ai dû cacher à cet enfant que j'avais élevé la vérité sur sa naissance, ce qui fut très difficile.
Évidemment, nous nous en doutions. Madame O'Brien avait laissé entendre qu'elle le savait. À quoi bon remuer le passé maintenant? En fait, j'avais décidé de détruire cette lettre. Comme je vous le disais, Monsieur Poirot, laissons les morts reposer en paix. Non. Il ne faut jamais oublier ceux qui restent. Mademoiselle Carlyle, vous n'avez rien voulu dire jusqu'ici. Et je veux vous aider. Je suis sûr de pouvoir vous aider. Seulement, vous devez répondre à mes questions. Je vous en implore. Mais pourquoi? À quoi bon maintenant? Mais si, je vous assure, vos réponses sont précieuses. S'il vous plaît. Maintenant, reprenez tout depuis le début. Pourquoi avoir demandé à votre personnel de prendre des congés? J'étais bouleversée. J'avais envie d'être seule. Et lorsque vous avez préparé les sandwichs, avez-vous aperçu quelqu'un dehors? Non, personne. Bien. Et quand vous avez fait le tri des effets de votre tante, avez-vous découvert des choses qui vous ont affecté, des révélations troublantes la concernant? Quoi? Non, pas du tout. Vous aviez convié Madame Hopkins et Marie dans le petit salon où vous leur avez servi des sandwichs. Bien. Que faisait Marie quand vous l'avez laissée? Elle était assise sur le sofa. Elle semblait normale. Non. Donnez-moi tous les détails, je vous prie. Je suis descendue à l'office. Oui. Madame Hopkins y était, elle faisait la vaisselle. Elle a dit qu'elle avait aperçu quelqu'un dehors, mais je n'ai rien vu du tout. De quoi avez-vous parlé ensuite? Je ne sais plus. Assis des rosiers autour du pavillon de gardien. Elle avait une marque sur le bras parce qu'elle s'était fait piquer. Et tout m'est revenu en mémoire à cet instant-là. Tout, nos querelles incessantes, Roddy et moi, quand nous étions enfants. À propos de la guerre des 2 roses, lui aimait les roses blanches et je lui répondais que ce n'étaient pas des vraies, parce qu'elles n'avaient aucun parfum, et que je préférais les rouges, parce qu'elles étaient beaucoup plus belles, elles avaient du charme, elles sentaient l'été. Et alors j'ai réalisé quelque chose, oui, j'ai réalisé que je n'avais aucune raison de tuer Marie. Parce que Roddy ne serait jamais resté avec moi. Quand je suis revenue au salon. Quand vous êtes revenue, Marie était mourante. Autant me demander franchement si j'avais l'intention de tuer Marie Gérard. Non, ne me dites pas cela, mademoiselle. Je vous prie de m'excuser. J'ai très peu de temps, mais vous m'avez fourni presque tous les éléments dont j'ai besoin. Il reste encore des choses que je devrais savoir, mais je n'ai pas envie de les connaître. Monsieur Orlick, veuillez entrer, je vous prie. Excusez-moi, monsieur Poirot, il fallait que je vous voie en privé. Monsieur Orlick, vous avez devant vous un misérable humanoïde, un vulgaire triple imbécile. Je ne suis qu'un idiot et je crois que ça ne va pas très fort là-haut. Monsieur... pardonnez-moi, je viens de découvrir une chose douloureuse dans un sens, affreusement pénible, mais très importante. Oh, pardon, mais ça suffit, j'arrête. Je vous en prie, asseyez-vous. Alors, dites-moi ce qui vous amène. Ça concerne le docteur Lord, monsieur. Si vous n'êtes pas d'accord, j'irai plus haut. J'aimerais que vous preniez cette affaire avec le plus grand sérieux. Je ferai ce que je peux, monsieur. Tout doit être prêt pour demain. Très bien. Poirot, vous vous rendez compte? Il ne nous reste plus qu'un jour et une nuit. Que se passe-t-il? Je vous ai fait venir pour vous montrer ceci. Une rose sans épines. Et alors?
N'est-ce pas, monsieur Winter? Si. Qu'est-ce qui se passe? Qu'a dit Elinor? Je vais vous le dire. Elle a parlé de fréquentes querelles, il y a fort longtemps. Entre elle et M. Winter, tout les opposait. Et elle m'a clairement fait comprendre, mon ami, qu'elle s'était éprise d'un homme qui, en retour, n'éprouvait jamais rien pour elle. J'ai alors commencé à percevoir tous les mensonges que l'on m'a dit. Qui vous a menti? Tout le monde. En particulier, vous. Enfin, l'affaire est presque élucidée à présent, car mon piège se referme. Retournons à la maison, cher docteur. J'ai eu un message de l'inspecteur. Expliquez-moi ce qui se passe. Ceci m'est très pénible. Je ne voulais plus revoir cette pièce. Cela ne me surprend pas. Qu'est-ce que cela signifie? Messieurs, s'il vous plaît. Je suis arrivé à la conclusion suivante. Dans cette affaire, toutes les apparences sont trompeuses. Tout d'abord, nous avons entendu parler d'un homme qui rôdait dans le parc le jour du meurtre. Un homme qui vous ressemblait, Monsieur Winter. Je vous l'ai dit, je ne suis pas venu ici. Seriez-vous surpris de connaître le testament de Mlle Carlyle? J'ai appris hier soir qu'elle vous léguait absolument tout. Je vous jure que je l'ignorais. Peut-être vous trouviez-vous non loin de la fenêtre à l'observer préparer les sandwichs en pensant qu'ils étaient pour elle. Alors, si elle mourait, vous seriez un homme très riche. Ce sont des propos outrageants. Je vous l'ai dit, je n'étais pas ici ce jour-là. Cependant, si elle était condamnée à la pendaison, vous seriez tout aussi riche. Enfin, retenons l'hypothèse de la justice, celle du meurtre prémédité réussi. Il est aisé d'imaginer que vous-même, ou une autre personne, ait appris qu'Elinor Carlyle avait décidé d'inviter Marie Gérard ici, qu'il ou elle savait que Marie avait une préférence pour les toasts au saumon. Ces deux points étaient connus de tous. Moi y compris? J'inclus tout le monde. Maintenant, cette personne a sur elle le flacon de morphine. L'occasion se présente, elle saisit sa chance. Voici comment elle procède. Elle voit les sandwichs. Certains au saumon, les autres au crabe crevette. Alors, notre meurtrier s'approche de plus près et il constate aussitôt que la couleur et la texture sont identiques. Et oui, lesquels sont au saumon, se demande-t-il. Non, impossible de les distinguer avec l'odorat. Quelle était donc l'ultime solution? Je crois qu'il ne lui restait plus qu'une chose à faire. Goûter. C'est encore pire que la première fois. Grâce à cet essai, j'ai réalisé tout à coup à quel point j'avais été stupide. Moi, Hercule Poirot, avais suivi ma logique de raisonnement, mais j'avais échoué à prendre en compte l'ignorance du palais anglais, car, messieurs, ce qui se passe, c'est que nous entrons dans le royaume de la folie, dans le royaume de l'absurdité. Je me moque de savoir si le meurtrier avait un palais de grand chef. Il ne pouvait pas faire de différence entre ses mets. C'est un fait. Ces sandwichs sont tout sauf différenciables. Et j'en suis arrivé à cette conclusion. Je ne dois en aucun cas me laisser influencer par le procès. Et je confirme et affirme que le meurtrier n'a pas pu procéder de cette manière. Donc Elinor Carlyle n'a jamais empoisonné le sandwich? Non, c'était impossible. Qui alors? Eh bien, personne. Il s'agissait d'un accident? Non. Elle a été assassinée. Mais pas en avalant ces misérables sandwichs. J'ai dit à l'instant que tout le monde m'avait menti. Par exemple sur l'homme que Mme Hopkins avait aperçu dehors. Alors elle aurait menti? Ah non, pas du tout. Ce n'était pas un mensonge. Et vous le savez, Dr. Lord, parce que vous savez parfaitement de qui il s'agissait. Vous, en l'occurrence. Monsieur Orlick avait reconnu votre voiture, mais il n'a pas osé l'avouer devant vous. Alors hier soir, il est venu à mon hôtel. Voilà donc un autre mensonge. Mais pourquoi? Était-ce parce que vous aviez peur pour Elinor Carlyle? Ou était-ce votre cœur, ce que je pourrais comprendre? Ou pour une raison plus sordide? D'accord, je vais vous expliquer. J'aurais fait n'importe quoi pour arriver à la protéger.
Je n'étais qu'un idiot pour croire que je pouvais vous tromper. Un idiot, nous sommes d'accord. Ou peut-être bien pire. Je vous prie de patienter, je reviens. Vous croyez aux fantômes? Non, pas du tout. On m'a demandé de venir ici. Oui. Comme vous le savez, quelqu'un est entré dans cette chambre la nuit où Madame Wellman est décédée pour lui administrer de la morphine. Vous avez déclaré au tribunal que vous n'avez pas quitté le chevet de votre patiente ce soir-là, sauf quand Mademoiselle Carlyle est venue. Comme il s'agit de l'accusé, personne ne peut vous contredire. Mais nous savons que M. Winter est venu au moment où vous dîniez, et peut-être à un autre moment. J'ai dû m'absenter plusieurs fois, c'est fort possible. Ce n'est pas un crime. Ce n'est pas votre seul mensonge. Lorsque je vous ai demandé si Marie Gérard aurait pu être adoptée, vous l'avez nié. Pourquoi avez-vous refusé de dire la vérité? Comment ça? Mais ça n'a aucun rapport. Aucun rapport? Alors pour vous, le fait que Marie Gérard était la fille illégitime de Madame Wellman n'avait aucun rapport? Elinor Carlyle n'a hérité de sa tante que parce qu'elle était sa plus proche parente. Maintenant, il apparaît que ce n'est pas le cas. Et que Marie Gérard avait de grandes chances d'hériter de tous ses biens. Ah, alors c'est ça. Une raison de plus pour Mademoiselle Carlyle de se débarrasser d'elle. Au contraire. Elle n'avait aucune raison. Cela n'aurait servi à rien d'éliminer Marie, étant donné qu'elle avait déjà rédigé son testament. Est-ce vous qui lui avez conseillé de le faire? Nous en avions parlé. Que voulez-vous dire, Monsieur Poirot? Qu'une personne autre qu'Elinor Carlyle bénéficie de sa mort. J'en ai pris conscience hier. Et alors j'ai repensé à la lettre anonyme envoyée à Mademoiselle Carlyle, dans le but d'attiser les tensions entre cette dernière et Marie Gérard. Tout à coup, la lumière est apparue sur plusieurs zones d'ombre, dont la Nouvelle-Zélande. Pardonnez-moi, je dois vous laisser. Bien, Monsieur Poirot, puisque vous m'avez demandé de vous retrouver ici, j'en ai profité pour vous faire un thé. Oh, merci, vous êtes trop aimable. Allez-vous enfin me dire pourquoi vous vouliez me voir? En vérité, Madame Hopkins, je vous ai fait venir pour vous parler de cette rose que j'ai cueillie près de la maison de l'ancien jardinier, là où vous avez été piqué, je crois. Oui. Mais si vous prenez le soin de la regarder de près, vous constaterez qu'elle n'a pas d'épines. Oh, c'était peut-être un clou alors, ou une pointe. J'ai cru que c'était une épine. C'était très pointu en tout cas. Votre thé. Merci. Donc, ce n'était pas une épine. Dites-moi, vous avez vécu en Nouvelle-Zélande? Mais comment l'avez-vous découvert? Bon, ça devait donc se savoir. Vous vous trompez. J'avais tout fait pour essayer de le découvrir, mais je n'avais pas réussi jusqu'à maintenant. Cela n'a guère d'importance. Mais j'ai eu un peu plus de succès avec votre vrai nom. Votre prénom est Marie, comme celui de Marie Gérard, et votre nom de famille est Riley, le même que sa mère adoptive.
Pauvre Marie, elle n'a jamais su qui vous étiez. Et cette lettre que vous m'avez montrée, vous ne l'avez jamais trouvée dans un tiroir. Non, c'est une lettre que vous avez reçue. Vous savez, certaines phrases m'ont semblé étranges. Comme celle-ci. Ainsi, chère Marie, j'ai dû cacher à cet enfant que j'avais élevé la vérité sur sa naissance. Donc pourquoi l'auteur s'adressait-il directement à Marie pour ensuite continuer à la troisième personne? Parce que ce n'était pas une mère qui écrivait à sa fille. Non, c'était une mère qui écrivait à sa sœur pour lui dévoiler le secret des vrais liens familiaux de sa fille adoptive. Ah oui, cette lettre vous était destinée. Elle vous avait été envoyée, vous, la tante émigrée en Nouvelle-Zélande. Et cette lettre a fait naître en vous une grande tentation. Mais quelle tentation? La tentation de l'immense héritage, et c'est pour cette raison que vous êtes venu ici. Vous avez tenté de compromettre Marie avec votre plume empoisonnée, la fameuse lettre anonyme. Vous avez tué Madame Wellman, sachant qu'il n'y avait pas de testament, et vous avez même piégé votre pauvre nièce afin qu'elle fasse des papiers en faveur de sa chère tante de Nouvelle-Zélande, en l'amadouant avec des cartes et cadeaux soigneusement organisés à l'avance. Ah oui, on lui avait donné votre prénom. Et pourtant, vous l'avez tué. Plus tard, vous auriez ressorti cette triste lettre afin de faire valoir vos droits sur l'héritage. Et de votre lointain pays, en toute sécurité, vous auriez réclamé votre part. Ce récit étrange tient de la pure fiction, Monsieur Poirot. Mais en attendant que vous finissiez votre thé, je vais laver ma tasse. En revanche, ce qui me travaillait, c'était le petit bout d'étiquette qu'ils avaient trouvé. On lisait bien morphine. Pourtant, il y avait une petite chose qui me chiffonnait. Le petit M. Pourquoi n'était-ce pas une majuscule? Je me suis alors rendu compte que ce n'était qu'une partie du nom sur l'étiquette qui avait été trouvée. Le nom était incomplet. Ce n'était qu'un dérivé de la morphine. J'ai cherché et cherché. Et j'ai fini par découvrir un produit très intéressant. L'apomorphine. Un émétique. Oui, un émétique, Monsieur Poirot. L'apomorphine fait vomir. Avalez du poison et injectez-vous aussitôt ce produit, vous vomirez suffisamment pour tout régurgiter. Donc c'était le thé. Vous l'avez empoisonné. Et vous l'avez bu avec Marie. Quelques minutes plus tard, Elinor Carlyle découvre la marque de la piqûre que vous vous êtes faite au bras, debout devant l'évier où vous avez été si malade. Et maintenant, je dois recommencer. Le poison n'aura plus aucun effet, même si j'en ai ingurgité beaucoup moins que vous. Je n'ai pas utilisé de morphine cette fois. C'est plus insidieux. Par contre, personne ne saura comment il est entré dans votre organisme. Ce produit ne laisse aucune trace. Mais, ma chère, j'ai eu une trace. Vous savez, je déteste et j'ai toujours détesté le thé. Tenez, votre émétique. Je l'ai pris dans votre mallette. Rendez-moi ça. Emparez-vous d'elle, par ici. Vite, vite. Allez au diable, sale étranger. Allez fourrer votre nez ailleurs. Personne n'aurait pu le découvrir. Poirot, dépêchons-nous, la voiture attend. Vite, nous n'avons plus une minute à perdre. Docteur Lord, veuillez venir avec nous, je vous prie. Nous allons avoir besoin de vous. Et Monsieur Winter?
Cette rose est pour vous. Elle vient de Hunterbury et vous a sauvé la vie. Vous avez été acquitté. Vous êtes libre. Mais... Quelqu'un vous attend et va tout vous expliquer. Entre autres, qui vous avait envoyé cette lettre. Et c'est surtout lui qu'il faudra remercier. Monsieur Poirot, vous vous rappelez que je vous avais dit que je souhaitais... Mademoiselle Carlyle, souhaiter la mort de quelqu'un n'est pas un crime. Allez, sortez vite. Puis-je vous raccompagner ?